Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes. Je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. On nous avait déjà sorti un fils caché du chapeau pour le capitaine de l'Enterprise, mais c'était il y a 40 ans maintenant. Alors est-ce que pour les scénaristes de la saison 3 de Star Trek Picard, rejouer cette même carte va déboucher sur un coup de poker malheureux? On va en parler durant l'heure qui vient. Engage. Jean-Luc Picard. We will have vengeance. You and I have traveled to the far reaches of space. But something's different now. This is the end, my friend. Working. Alors pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, j'ai avec moi bien sûr notre Romulien relou qui a réussi à retrouver le chemin de notre base spatiale Deep Space 57, c'est Raymond Bramy. Salut Romain. Salut tout le monde, je suis toujours un peu perdu mais je suis content de vous retrouver. Accessoirement, tu dis que c'est le fils, donc tu spoil, tu es rentré dans la zone spoiler tout de suite, parce qu'on le sait pas au début de l'épisode. Ça va. Franchement, qui ne s'en doutait pas. Mais t'as raison, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû faire ça, et désolé pour les gens qui auraient écouté ce podcast-là et qui l'auraient appris en nous écoutant. Ça me semble improbable, mais désolé quand même. Elle a les oreilles pointues aussi, mais c'est pas une relou comme Romain, hein, donc vous avez pu le constater. C'est Vulcaro, salut Caroline, comment ça va ? Salut, bah écoute, ça va bien, ravi de vous retrouver pour parler un peu de Picard, voilà, très, très content d'être là de nouveau. Alors, comme Romain, elle est aussi dans les cartons, c'est notre enseigne Marie-Paul. Salut Marie-Paul. Salut, mais alors je tiens à démentir le podcast précédent. Non, je n'emménage pas avec Romain parce qu'il est trop relou. Il est gentil, mais il est trop relou. Voilà, bisous Romain. Ouais, et puis il abuse beaucoup de la bière romulanienne, donc... Toujours une bonne ambiance ici, c'est bon. Alors quoi de neuf, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de podcast ensemble, comment ça va les amis ? Bah écoute, la température se réchauffe dehors, ça va, l'hiver passe tranquillement, fait aller. Star Trek revient, ça c'est bien aussi. Carrément, les pouces sortent, c'est cool. Moi j'aimerais bien plus de retours d'autres séries que Picard, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Oui. Mais non, sinon ça va, écoute, hein, tout va bien. Romain nous a déjà abandonnés. Non, moi je suis de super bonne humeur aussi. Picard revient, Mandalorian revient. Il y a Bad Batch pour les fans de Star Wars, il y a Bad Batch à la télé. Et les fans de Pedro Pascal en ce moment aussi, on mange bien. Oui, Last of Us c'est quand même mieux. Last of Us qui est très bon, qui est quand même un peu la bonne surprise. Il y a de quoi. C'est incroyable. Il y a de quoi manger en ce moment. Franchement, je suis de bon mood d'un point de vue pop. J'ai été voir Avatar, je pensais que j'allais m'emmerder, c'était pas mal aussi finalement, c'était même plutôt sympa, cool. Ouais. Donc voilà, non, j'ai décidé d'être de bonne humeur aujourd'hui. Bon, en tout cas, on va parler tout de suite de Star Trek Picard, donc l'épisode 2 de la saison 3. Alors toi, Marie-Paul, j'ai senti dans tes phrases tout à l'heure quand même une pointe d'agacement sur la saison. Alors comment est-ce que t'as vécu le retour de Picard avec le premier épisode qui a été diffusé la semaine dernière ? Bon, déjà, c'était bien moins pire que les deux premières saisons. J'ai tenu jusqu'au bout de l'épisode, c'était pas mal. Sachant que je n'enregistre pas le podcast la semaine dernière, j'aurais pu faire l'impasse, mais ça, c'était pas mal tenu. Néanmoins, direct, je vous ai dit, oh là là, ils vont quand même pas nous faire le coup de... Et si, ils ont osé nous refaire le coup du fils caché. Excusez-moi, hein, le spoiler a été lâché, donc je me lâche aussi. C'était cool, contrairement à pas mal de gens qui ont râlé de dire, oh là là, il y a que des vieux à l'écran. Bah au contraire, moi je trouve ça super bien, parce qu'en fait, il y en a de plus en plus, mais il y a pas tant de séries où qui mettent en avant des acteurs et des actrices âgés, et des personnages qui ont leur âge, ouais, enfin bon, à part Picard qui est encore synthétique évidemment, et ça, je trouve ça plutôt chouette. Il y a évidemment des problématiques de jeux d'actrices qui sont pas forcément ouf, mais soyons honnêtes quand même, au fil des années dans Star Trek, il y a quand même pas mal de jeux d'actrices qui étaient pas ouf par moment non plus, donc on peut leur pardonner quand même. Mais non, ça tenait plutôt bien. J'aurais juste préféré qu'il n'y ait pas une histoire B, parce qu'en fait pour l'instant moi l'histoire B m'ennuie à mourir, à part évidemment
le personnage qui a déboulé à la fin de l'épisode 2, mais dont on parlera dans la zone spoiler. On va pas leur faire 2 spoilers directement. Ouais, t'as bien raison. Mais alors du coup, ouais, je suis bien content de t'entendre dire ça par rapport à l'âge du casting, parce que c'est vrai que j'ai lu sur internet certaines personnes qui râlaient contre ça, et je comprends pas trop parce que c'est finalement assez rare. Du coup, c'est quelque part ça devient un peu original en soi, et en plus de ça, les acteurs et actrices sont très bons. Donc je vois pas où est le problème en fait. Donc voilà, et effectivement comme tu le dis, c'est des personnages qui font leur âge, hein. Ils essayent pas de faire comme Roger Moore dans les vieux James Bond, de faire genre il peut faire des trucs qu'il peut pas faire normalement, et du coup ça passe plutôt bien. C'est vrai que toi, t'avais pas vu la nouvelle génération avant de commencer. Je t'interromps, Guigui, sur ce point. Il y a quand même, si tu veux, depuis la mode des franchises qui sont saignées à blanc jusqu'au bout, on voit plus de films et de séries avec des acteurs qui normalement auraient été en pré-retraite ou en retraite. Ça a été le cas dans Star Wars, par exemple. C'est le cas de nouveau dans Indiana Jones. C'est le cas avec Star Trek, évidemment. Alors évidemment, moi je suis pas contre avoir des personnages un peu plus âgés ou des acteurs un peu plus âgés. Bien au contraire. C'est simplement que c'est devenu presque une sorte de cliché où finalement tu vas avoir les mêmes blagues sur j'ai mal au dos, j'ai du mal à me lever, je perds la mémoire, etc., etc. Et je pense que c'est peut-être plus là-dessus, si tu veux, que ça joue le côté vieux con, tu vois. Même dans le premier épisode, puisque ça on peut en parler, elles n'étaient pas horribles, les blagues sur l'Enterprise D, The Fat One, etc., etc. Mais je trouve qu'on rentre de plein pied dans ce cliché des vieux à la télé qui sont moqués parce que finalement ils sont vieux et qui jouent la vieillesse, etc., etc., et qui finalement perdent de leur flamboyance. C'est particulièrement vrai pour Patrick Stewart qui avait une voix magnifique, et c'est vrai que sa voix est un petit peu partie, c'est pas grave, mais ça se ressent. C'est remarquable, je dis pas que c'est une critique, mais quand t'as connu des années et des années de Star Trek avec des acteurs flamboyants, les revoir moins flamboyants, c'est forcément remarquable, quoi. Et j'y pense aussi parce que récemment ça en a interpellé plus d'un. On a posé à Harrison Ford pour la millième fois la question: est-ce que vous êtes pas trop vieux pour jouer Indiana Jones et tout? Et il a dit non. Et d'ailleurs, la première chose qu'on a fait quand on a relu le script du nouveau film qui sort dans quelques mois, on a retiré toutes les blagues de vieux. Et en fait, la bande-annonce commence. La première phrase d'Harrison Ford, c'est tu peux répéter ça, je suis un peu trop vieux pour comprendre la phrase, en fait, si tu veux. Donc tu vois, une espèce de dichotomie complète entre ce qu'il avait dit en interview et ce que montre la bande-annonce. Et voilà, je pense que c'est peut-être plus ça que les gens finissent par rejeter, parce que contrairement à ce que tu dis, je suis pas trop d'accord pour dire que c'est rare. Je trouve que c'est devenu au contraire très fréquent du fait de la surutilisation des franchises. Pas en série. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a un espèce de modèle économique effectivement des séries et des films qui s'est mis en place, de la nostalgie à tout prix, de la franchise qui ne s'éteindra jamais, etc. Donc forcément, si les acteurs ils ont signé pour 20 ans, je parle là, c'est plus par exemple le MCU, donc c'est autre chose. Et donc la nostalgie des vieilles séries, donc Next Generation c'est un bon exemple. Il n'y a qu'à voir le titre du premier épisode, hein, on a bien compris. Après, on peut faire la part des choses. C'est bien effectivement d'avoir en personnages principaux des acteurs qui effectivement sortent de la moyenne d'âge hollywoodienne, etc. Mais effectivement, c'est aussi un peu lié c'est un peu une conséquence de cette espèce de modèle économique du divertissement qui du coup a ses effets heureux. C'est sympa de revoir ces acteurs, et effectivement c'est quand même des bons acteurs. On va pas bouder notre plaisir là-dessus. Mais oui, effectivement, il y a ce côté jouer la carte de nostalgie, et potentiellement, comme tu disais effectivement Romain, les clichés d'écriture, de blagues sur les vieux, qui avec un peu de chance ça s'essoufflera aussi, hein. Faut voir comment ça évolue, voilà. Et en même temps, c'est la réalité de la vie, les gars. Vous et voilà, exactement. Vous n'avez pas de vieux autour de vous. Les vieux, ils ont mal au dos, ils sont séniles, ils ont la tête ailleurs, ils sont malades. Et j'ai envie de dire, même dans The Last of Us, qui est pas un remake, etc. Bon, c'est un remake série d'un jeu, mais dans le jeu, ça y est pas, donc voilà. C'est réaliste que Joël, 50 et quelques années, vivant dans l'apocalypse, ait mal au genou au bout de 30 étages, voilà. Ah oui, évidemment. Non, mais tu vois, Romain, tu dis que c'est fréquent, mais à part les exemples que tu as cités, c'est pas tant fréquent que ça, hein. Je suis désolé, pour moi ça reste plutôt original, et pour le moment du coup ça rentre complètement en plus dans la saga Star Trek, puisque on a déjà vu une génération vieillir comme ça, donc pour moi il y a vraiment aucun problème. Mais par contre, c'est vrai que Star Trek l'a fait avant que ce soit cool. C'est les séries que tu regardes pas, Guigui, mais si Romain était là, il pourrait te citer 50 séries de remakes où t'as des acteurs qu'on revoit, ils ont refait, je sais pas, la série avec les sœurs Olsen, ils ont refait, il y a une série avec Attends, moi je parle quand même d'un lead cast qui a 82 ans, hein.
Je suis pas certain qu'il y en ait tant que ça. Hein. Non. Et pas n'importe lequel, c'est Patrick Stewart. Il y a la Attends. série avec Jane Fonda. Ouais, Jane Fonda, voilà, c'est à ça que je pensais. Mais ça reste une Martin minorité Sheen. quand même. Et Martin Sheen. Grace and Frankie, le point de départ, c'est quand même c'est des personnes âgées qui divorcent. Elles peuvent plus se masturber parce qu'elles ont trop d'arthrite dans les mains. Elles se créent un godemiché pour les personnes âgées. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Et là, Il faut que je regarde cette série, ça a l'air très bien. il y a des défauts, mais il y a des moments très cool et je trouve ça vraiment. J'avais vu le début, ça avait l'air très Mais on sympa. peut pas évidemment penser, ne pas penser une seconde quand même dans Star Trek, la Picard, que il y a le plaisir pour les actrices d'être sur les plateaux de nouveau, etc. Il y a aussi l'attrait. Et ensemble. Je suis désolée, mais vu les thèmes et le premier épisode était bourré de références. Jonathan Frakes, j'ai l'impression qu'il s'éclate. À chaque fois que je le vois à l'écran, t'as l'impression qu'il est tellement heureux d'être là et de rejouer ce rôle. Mais c'est pour les fans en Ça fait se sent. ils sont tous là aussi, faut pas oublier. C'est pour vous les vieux fans quoi. Moi je m'en fous un peu. Après, moi j'ai aussi un problème particulier avec Patrick Stewart que je ressens justement beaucoup moins avec Frakes et pas du tout avec Crusher, puisque maintenant on peut l'ajouter dans la liste. Et bon, il y a un quatrième personnage, le peu qu'on en a vu, je le ressens pas non plus du tout. Mais c'est vrai que Stewart, je le reproche ça depuis bien avant Picard, je le reproche ça depuis probablement Insurrection et très certainement depuis Nemesis. Je trouve que il a ce symptôme de beaucoup d'acteurs vieillissants, et je parlais d'Harrison Ford plus tôt, où finalement t'as l'impression qu'il a quasiment raccroché le fait de créer des personnages qui ne soient pas lui-même, en fait. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a totalement effacé la frontière qu'il y avait entre Picard et Stewart, en fait. Que le Picard qui joue, c'est Patrick Stewart, et que finalement Patrick Stewart est devenu Jean-Luc Picard. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que je pense qu'on est quelques fans, à avoir du mal à reconnaître dans les dialogues, dans sa façon de jouer, et c'est beaucoup moins vrai dans cette troisième saison, hein, mais malgré tout, je pense que c'est aussi pour ça que ça ressort. On a du mal à reconnaître des fois le Picard. Alors vous allez me dire, il a vieilli, machin, oui, c'est vrai, mais Oui, j'allais dire, il a vieilli. c'est pas exactement le même. Des fois, on n'a pas l'impression de retrouver le même jeu qu'il avait, la même intensité, la même sévérité, même je dirais, qu'il avait. La sévérité, c'est très important, je dirais, Ouais, c'est vrai. qu'il avait dans Next Generation, en fait. Patrick Stewart. Est-ce qu'il s'est pas fait chier les 2 premières saisons lui aussi? Et c'est lui qui voulait, hein. Ouais, C'est mais quand même lui peut-être qui a qu'il a tapé trouvé du pied en les scripts 2016-2017 pour revenir. Donc, et puis c'est lui en plus qui a, dirigé un peu les scripts. Hein, donc il a vraiment fait un peu ce qu'il voulait. On lui a déroulé le tapis rouge. Donc s'il s'emmerdait dans les 2 premières saisons, il pouvait s'en prendre qu'à lui-même, quoi. Non, mais même il y avait, je sais pas si tu te rappelles, Guigui, mais dans Nemesis, il y avait, dans Nemesis, il y avait ces scènes horribles dans un buggy, tu te rappelles, dans les dunes du sable oui, et oh là tout, là, quelle horreur. et qui étaient des scènes J'aime bien absolument des scènes atroces. horribles dans Nemesis. Oui, il y a que ça, mais celle-ci était particulièrement affreuse. Et ça, par exemple, c'était Patrick Stewart qui l'avait demandé parce qu'il était devenu coproducteur et qui voulait montrer que, sauf que ça ressemblait déjà pas du tout à l'époque. Hein. Donc je te parle de ça, il était encore jeune entre guillemets, enfin il était encore flamboyant et il joue encore dans X-Men et tout ça à l'époque. Voilà. À chaque fois que je tu dis pense flamboyant, je l'imagine avec des cheveux. Ouais, c'est ça. Je vois pas le rapport. Donc voilà, bon après on peut refermer cette parenthèse parce qu'en plus je trouve quand même que malgré tout c'est moins vrai dans cette troisième, c'est beaucoup moins vrai dans cette deuxième épisode et globalement dans cette nouvelle saison, le peu qu'on en ait vu. Mais je trouve pas qu'on peut ignorer cette critique complètement. Je trouve qu'elle est discutable en tout cas, elle est légitime. Mais tu peux pas juste dire c'est de la merde, ils sont vieux quoi. Non, mais bon. Argumentez un peu les gens s'il vous plaît. Mais toi justement, Caroline, qu'est-ce que t'as pensé donc de ce retour du premier épisode de la semaine dernière ? Succinctement, bon voilà, j'avais pas un avis très favorable non plus pour les 2 premières saisons. Il y avait, voilà, je retiens en fait de la saison 2, je retiens le début où je m'étais dit, c'est pas mal. Genre je sais plus, les 2 premiers épisodes, je sentais qu'on allait quelque part et on allait nulle part. Et la fin avec Q, voilà, j'étais en mode bon voilà, je vais retenir ça m'ira très bien. Donc là en fait, j'ai plutôt un bon feeling pour l'instant. Alors c'est que 2 épisodes, hein. Je rappelle que j'avais un bon feeling pour les 2 premiers aussi de la saison 2, donc on va voir. Mais plutôt cool, on sent qu'il y a un vrai amour aussi j'ai remarqué surtout dans le deuxième mais aussi dans le premier, il y a un paquet de références aux films Star Trek, etc. On sent que quand même, c'est pas juste forcément c'est du fanservice, mais j'ai l'impression que de temps en temps derrière la caméra il y a un vrai amour de certaines références, etc. Il y a un côté space opéra qui se met en place qui peut être très sympa à voir, on va voir ce que ça donne. Bien sûr c'est carte nostalgie à fond, mais ça fait plaisir de revoir le cast de Next Generation. Il y a les nouveaux personnages, enfin le nouveau personnage principal dont je pense on va parler, même si bien sûr c'est un coup qu'on avait vu venir et qu'ils ont déjà fait, je le trouve assez intriguant. Il a un côté sympathique, un côté un peu tête à claque aussi, mais justement tête à claque sympathique pour l'instant, peut-être ça va changer, on va voir. Donc pour l'instant je suis prudemment optimiste, parce que je préfère être optimiste que pessimiste, on va dire, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, ça fait plaisir.
Oui, Marie-Paul, l'année dernière et l'année d'avant, donc quoi, t'avais pas vraiment regardé la nouvelle génération, et comment t'avais... Par rapport donc au début des 2 premières saisons, comment tu juges ce début de 3e saison? Tu préfères cette 3e saison aux 2 premières? J'arrive pas à me souvenir du premier épisode de la première saison. Tu te souviens pas de ton ressenti en tout cas? J'étais intriguée, bien évidemment, parce que nouvelle série, t'es forcément intriguée. Je me souviens surtout d'un sentiment de perte de repères, de connaissances, surtout sur la première saison qui avait beaucoup de références, mais en fait qui sont toujours autant présentes dans la 2e que dans la 3e, même dans le premier épisode. Je pense que le ressenti est meilleur sur cette 3e saison que sur les 2 premières. Je suis assez d'accord. Voilà, c'est pas que c'est... je suis pas... Moi, par exemple, je suis pas, en pamoison ou tout excité comme j'étais devant Strange New Worlds, où c'est plus mon style, etc. Voilà. Mais j'ai passé un bon moment et je suis plutôt optimiste pour la suite, à voir, donc, sur la suite de la série. Et puis bon, le nouveau perso, il a un accent anglais, alors on ne peut que lui pardonner. Ah, et puis c'est Eragon. Alors, le film était nul, mais... Adolescente, c'était une de mes premières sagas de fantasy que j'ai lues, donc j'avais vu le film, et du coup, j'ai fait « Ah, mais je connais cet acteur !» Et puis après, j'ai fait « Oh mon Dieu !» Mais oui. Et en fait, il y a un autre personnage qui a fait son entrée dans ce 2e épisode et qui est joué par Amanda Plummer. Et du coup, je vais tourner vers Romain pour savoir s'il peut pas nous faire un petit point sur cette actrice. Oui, avec plaisir, Guigui, évidemment. Il y a 2 fun facts sur Amanda Plummer. Je connais pas toute sa carrière précisément, mais il y a 2 choses pour lesquelles elle est super intrigante. La première, c'est qu'elle jouait dans Pulp Fiction, et je pense qu'il y a très très peu de gens, sans avoir vu sa bio, qui font le rapprochement entre cette jeune junkie qui fait un cambriolage dans le début et la fin de Pulp Fiction. Ah, c'est elle! Et le personnage qu'on voit dans le film. Je suis ravi de voir la réaction de Vulcaro, parce que moi déjà je la trouvais super charismatique dans Pulp Fiction il y a 25 ans. Donc, à ma décharge, je l'ai vue il y a très longtemps. Bah ouais, et puis elle a un peu changé, hein, forcément, pour le coup, ça date pas d'hier. Mais je trouvais qu'elle avait pas un gros rôle, mais elle était super charismatique déjà. Et le deuxième fun fact essentiel, c'est que c'est la fille de Christopher Plummer, un acteur extraordinaire, mais qui pour nous, qui a joué dans des milliards de rôles, je pourrais pas faire la liste, mais ça va de La Mélodie du Bonheur à Couteau tiré, qui doit être son dernier film avant de décéder, etc. Mais pour nous, fans de Star Trek, c'est surtout c'était le General Chang dans Star Trek 6, qui pour moi est peut-être, à part Khan, le meilleur méchant qu'il y ait jamais eu dans Star Trek. Donc c'est marrant d'avoir cette actrice qui est pas habituée à des premiers rôles, à ma connaissance, hein. Je vais être transparent, j'ai pas refait sa biographie, mais c'est marrant de la revoir aussi haut placé, avec une telle filiation avec un personnage ancestral de la saga Star Trek. Ouais, évidemment, on se doute bien que Terry Matalas, il l'a pas choisi par hasard, et qu'il avait vraiment envie de donner une sorte de filiation par rapport à Star Trek 6, puisque quand même son but c'est de donner la conclusion, le Star Trek 6 à la nouvelle génération en fait. Et du coup, caster la fille de l'acteur qui était l'antagoniste dans Star Trek 6, visiblement pour lui ça coulait de source. Et en tout cas c'est vrai que c'est un bon choix, parce que c'est une actrice qui est très charismatique dans Pulp Fiction. Elle marque vraiment, son personnage est très marquant, à tel point que en fait si je me souviens bien, ses répliques lancent la bande originale, le CD, si vous avez le CD de la BO du film, c'est elle qu'on entend en premier quoi. Et elle est ultra marquante quoi. Et effectivement elle a eu une grande carrière cinématographique. Elle a joué beaucoup de petits rôles et de rôles secondaires dans un nombre incalculable de films, hein. Ça peut aller du Roi Pêcheur de Terry Gilliam au Bazar de l'épouvante, à plein de trucs, à Freeway, elle a fait vraiment beaucoup de films, mais aussi beaucoup de séries télé. Elle a joué dans Clair de Lune, dans Equalizer, dans Deux flics à Miami, dans Les Contes de la Crypte aussi. Enfin, elle a vraiment fait une tonne de trucs, et en fait ça fait quelques années en tout cas que sa carrière était un peu plus calme, et donc du coup là ça la sort vraiment donc de sa retraite, je pense. Et en tout cas à l'écran elle a l'air de s'éclater, et en tout cas elle nous régale quoi. On jump the shark un petit peu là par rapport au... Mais je trouve elle m'a impressionné sur les premières scènes. Alors c'est un personnage qui mérite d'être développé, parce que pour l'instant elle est très réussie sur la forme. Sur le fond on n'en sait quasiment rien de ce personnage, mais sur la forme moi elle m'a vraiment beaucoup impressionné sur le peu qu'on en ait vu. Et t'as remarqué son accent français parfait quand elle dit Jean-Luc Picard aussi, ça j'ai trouvé ça vraiment... C'est le premier personnage de la saga, de la série, à le dire correctement, quoi. Enfin! C'est ce que j'allais dire. Je crois que depuis Neck J, quoi, vraiment depuis la série, c'est la première fois qu'on entend Jean-Luc Picard prononcer à la française. Et je pense d'ailleurs que les Américains ne perçoivent pas le fait qu'elle l'a prononcé à la française, en fait, si tu veux, quoi. En tout cas, on va rentrer directement maintenant dans la zone spoiler. Red alert!
Why are you dancing around this? Around what? Are you serious? Well, even if he is Beverly's son, then if these charges are real... That is not what it's about, and you know that. Are you not seeing what I'm seeing? Do the math, Jean-Luc. Will, don't speculate. Tell me, honestly, you do not see what I see. Warning. Alors donc cet épisode qui s'appelle Désengagement et qui a été écrit donc par Christopher Moffett et Sean Tretta et a été réalisé comme la semaine dernière par Douglas Arnioskowski. Et donc du coup il y a quand même juste un petit erratum que je voulais faire par rapport à la semaine dernière, c'est que j'avais dit que l'histoire se passait en 2411 et en fait non. Pas du tout, je me suis complètement trompé, ça se passe en 2401, parce que figurez-vous que sur le site Memory Alpha, où je chope des fois des petites informations, des références, et notamment qui a écrit les épisodes, parce que bon, j'ai la flemme d'aller regarder sur Paramount+, et ben ils avaient mis justement cette date-là, et ils ont corrigé le lendemain de l'enregistrement du podcast, donc tout ce qu'on a dit sur les 10 ans qui se seraient écoulés, c'est des conneries, il ne s'est passé que 1 an, alors du coup, ça règle des problèmes, certains problèmes par rapport au ressenti qu'on pouvait avoir entre Laris et Picard, mais par contre ça en crée d'autres, parce que oui, on se dit que ouais, il s'est passé quand même peu de temps pour que Seven devienne commander, peu de temps pour que Rafik devienne agent secret. Bref. Et le chien, où est passé numéro 1 ? On se demande où il est passé. Mais oui, moi je veux des écrire à réponses Matalas. sur numéro 1. Ça me paraît important. Sur le chien, j'ai pas de réponse, objectivement. J'espère qu'il va bien. Sur Seven, je comprends ton point de vue. Après, je me dis que si en 2022 en France il y a moyen de passer des équivalences par rapport à ton vécu professionnel qui te permettent d'avoir un certain niveau de diplôme sans avoir eu à passer tous les diplômes, j'en ai profité moi-même, par exemple devenir première ministre mais juste avoir un niveau master ou un niveau machin, j'ose espérer que une Seven qui a servi sur Voyager pendant des années, qui a ensuite été Ferris Rangers, etc., et qui en plus a quand même des soutiens de poids puisque elle a quand même deux amiraux en meilleurs amis, en père et en mère quasiment. Moi je trouve pas ça super choquant qu'elle ait sauté quelques échelons. Alors bon, là elle se retrouve number one, ce qui est peut-être un petit peu exagéré. Après on a déjà vu des number one très jeunes dans Star Trek, donc moi je trouve, bon tu peux chipoter, mais je trouve pas que ça soit un trou scénaristique. Je suis sûr que ça aurait été un mec, ça passait crème. Allez, c'est parti. Guigui, c'est un odieux misogyne, alors que moi j'adore le mytho. Battez-vous. Ouais, enfin bref, donc attendons donc à l'épisode. Moi, l'égalité des sexes, je suis pour. Passe à un autre sujet. Et j'ose le dire publiquement. Ouais, c'est clair. Tu devrais dire genre du coup, ça ira mieux. Ok, donc du coup revenons à l'épisode qui commence par une scène de flashback qui se serait passée donc 2 semaines auparavant et qui nous présente donc du coup le personnage de Jack Crusher qui livre donc des médicaments. Il joue un peu à Médecins sans frontières. Bon, on voit pas Beverly dans cette scène-là, et alors par contre j'ai pas bien compris ce qui se passe, parce qu'en même temps il livre aussi des armes, parce que visiblement il y a une guerre civile sur la planète où il livre les médicaments, donc il fait pas que simplement livrer des médicaments et des choses pour aider les gens, quoi. Visiblement c'est il prend un peu graisser parti, la patte des douaniers, je crois, non c'est ça, enfin des douaniers, de ceux qui font le contrôle, si j'ai bien suivi, c'est ça, il leur graisse la patte avec des armes, ouais. En faisant ça, quand même, il intervient d'une manière indirecte sur un conflit régional, quoi. Fait dans tous les pays en conflit, devant, en officiel, tu donnes des médicaments et de la bouffe, et en derrière, tu donnes des armes, quoi. C'est ça. Il y a un petit côté profiteur de guerre, oserais-je dire. Ok, ça j'avais bien compris, mais pourquoi il fait ça en fait. Le mystère du personnage. Ah, on en est qu'à l'épisode 2 après tout, hein. Moi, ma théorie, c'est que Matalas n'a pas voulu faire un personnage, tu sais, un peu cliché, le bad guy, mais en fait, tu te rends compte que c'est pour livrer des... Ouais, c'est ça, c'est pour livrer des médicaments à la veuve et l'orphelin, si tu veux, et tout. Et il a voulu dire, non, c'est un vrai personnage gris, c'est-à-dire, il livre des médicaments, mais il se fait aussi un peu de blé au passage et en livrant des armes, si tu veux, et voilà, quoi. Je pense qu'il a juste voulu dire que c'était un vrai voyou, quoi, et pas forcément un ange caché, quoi. C'est niche et c'est tout, quoi. Ouais, et puis il doit évoluer dans des systèmes où il y a encore de l'argent, donc il se fait de l'argent. Voilà. On a aussi donc le vaisseau quand on revient au présent, où donc on a donc Picard, Riker, Beverly qui est blessé, et donc Jack
qui sont dans le vaisseau à se demander qu'est-ce qu'ils vont faire et qui sont donc en position de faiblesse par rapport à ce gros vaisseau qui est apparu. Et donc, visiblement, Picard, il fait la déduction que ils les veulent vivants, ils veulent quelqu'un en particulier, donc ils veulent Jack. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, puisque donc on a le personnage d'Amanda Plummer qui va demander, une fois que Picard et compagnie vont aller sur le Titan, parce que le Titan va bien sûr aller les sauver à la dernière minute, ils veulent Jack, quoi. Et du coup, moi, j'ai du mal à concilier ça avec une conspiration. Tu sais, l'idée qu'on avait évoquée la semaine dernière, de que ce soit une suite à conspiration et qu'ils aient des espèces de Goa'uld dans le corps et qui ferait que y a un complot parce qu'il y a cette espèce de race extraterrestre qui peut prendre possession des corps et qui sont en fait des gros vers un peu comme dans Stargate et qui était donc la suite donc d'un épisode de la saison 1 de la nouvelle génération. Et qu'est-ce que vous pensez de ça ? Parce que moi, je trouve que c'est un peu confus du coup. Après, ouais, je pense que effectivement il y avait ce côté dans l'épisode 1, il y a encore des amiraux qui doivent être en train de déconner dans l'ombre, etc., machin. Et du coup, là, cet épisode 2, on sait pas sûr, on sait pas trop. Je pense que ça va être développé dans les prochains épisodes, dont tout l'intérêt d'en discuter. Mais effectivement, il y a ce côté aussi assez non résolu. Ok, c'est des bounty hunters, ils veulent mettre la main sur Jack, etc. Mais c'est louche quand même. C'est quand même très louche. Ils sont face à un vaisseau de la Fédération, ils insistent très lourdement. Bon, ils peuvent se permettre parce qu'ils sont lourdement armés, donc voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais on se demande quand même qu'est-ce qu'il a bien pu faire, ou qu'est-ce qu'il a en sa possession, ou que sais-je, peut-être qu'il a quelque chose, j'en sais rien, pour que il attire autant la convoitise. Donc c'est ça, moi ça m'intrigue, et ça éloigne effectivement, enfin pour l'instant, de ce que j'en déduis, de ce que j'imagine, ça éloigne un peu cette vibe qu'on a l'impression que c'est encore des complots intra-fédération, intra-Starfleet. Enfin peut-être qu'il y aura encore ça, je sais pas. Finalement, et surtout qu'il y a un truc quand même, c'est que lui il dit qu'il sait pas pourquoi il est oui, mais il ment clairement. Ouais, c'est clair qu'il ment, parce que Beverly, elle avait l'air clairement de savoir de ce dont il était question dans le moi, je début pense qu'il détient quelque chose, parce que quand il se fait contrôler au début 2 semaines avant, la caissette, ouais, mais il y a voleur, en fait, les armes, c'est juste un moyen de détourner l'attention des gars, parce qu'en fait, la caisse sur laquelle il a appuyé, on voit bien comment il la referme, qu'il y a un truc dedans. Il n'y a pas de conspiration, enfin, j'ai pas d'avis sur conspiration et autres, puisque bien évidemment, je suis ignare en la matière, mais je vois pas trop de... C'est peut-être aussi ce qui va faire le lien avec l'intrigue B, vu qu'on parle justement d'une arme de destruction. Pour moi, c'est elle, la reine de sang. Portail dimensionnel. Voilà, j'ai l'impression que ça va être lié à ça. Si c'est pas l'arme directement, c'est quelque chose de lié à l'arme potentiellement, une course à l'arme nucléaire entre guillemets. Voilà. Après, on n'a pas plus d'indices pour l'instant, on va voir. Et toi, Romain, t'en penses quoi, toi ? J'ai pas d'opinion à ce stade, on n'a quasiment rien à part la caisse dont parle Marie-Paul au début. Donc voilà, c'est une mystery box qui s'ouvre. On en reparlera, mais j'ai l'impression que Matalas est assez saoulé par les mystery box et l'une des choses que j'ai préférées dans cet épisode, c'est que ce qu'il a à peine ouvert, il les a déjà refermés pour la plupart, ce qui va à l'inverse de ce que fait Kurtzman habituellement et de ce que faisait J.J. Abrams avant lui. Donc on verra si cette nouvelle mystery box tient plus longtemps que les autres ou s'il va la refermer aussi vite dans le prochain épisode. En tout cas, ils nous ont objectivement donné aucun indice qui permette de répondre à la question aujourd'hui. Ce qui peut être intéressant aussi, donc déjà qu'est-ce qu'il a volé ? Bon, alors pour l'instant ma théorie c'est en lien avec l'intrigue B, mais au-delà de ça, est-ce qu'il l'a juste volé comme ça en mode je vais le vendre et me faire de l'argent, ou est-ce qu'il y a une raison derrière qui serait un peu plus profonde, qui pourrait approfondir son personnage ? Ça m'intéresse limite plus en fait ça. Oui, est-ce que c'est lui qui a volé le truc sur j'ai oublié le nom de la planète. C'est pas une planète, c'est une station, c'est l'Institut Daystrom. Et d'ailleurs, du coup, c'est l'Institut de robotique qui est apparu plusieurs fois dans la saga et dont on voit, justement, c'est là où Jurati, elle travaille. Et c'est là où on imagine que Lore, le jumeau diabolique de Data, est entreposé. Et donc, du coup, on imagine que s'ils ont volé du matériel là-bas, ils ont peut-être aussi embarqué Lore et ça expliquerait pourquoi on le verrait dans la saison. Il est dans la valise, il est dans la boîte, il attend. Et Moriarty. Qui sera aussi dans la saison. Ah oui, c'est vrai. Et Moriarty. Ça, c'est quasiment évident que c'est lié à l'histoire de Daystrom. Daystrom, c'est ça ? Après, Daystrom, pardon. Après, je suis moins convaincu que ça soit lié à Crusher plus directement, mais peut-être. On verra. Ouais. Alors du coup, on va enfin parler de Jack Crusher. Donc, ils nous font quand même un peu mariner. Est-ce que c'est le fils de Picard ? Est-ce que c'est pas le fils de Picard ? On s'en doute tous. Et il y a même une scène où t'as Riker qui dit clairement à Jean-Luc, non mais attends Jean-Luc, tu déconnes ? Attends, regarde-moi bien dans les yeux. Oui, c'était drôle d'ailleurs, moi j'ai bien aimé. Non mais Jean-Luc, regarde-moi, voyons, Jean-Luc. Ouais, fais un peu des maths, compte un peu. Là. Tu te fous de ma gueule là ? T'es en train de te foutre de ma gueule. Alors là, vraiment, on arrive quasiment à la fin de l'épisode. Je suis désolé, c'était peut-être pas comme ça que tu l'envisageais, mais je trouve que
je suis à la fois totalement d'accord avec Marie-Paul pour dire que franchement c'est fatigant le côté fils caché et tout. Non seulement c'est un cliché, mais en plus c'est même un cliché dans Star Trek, si tu veux. Ils nous l'ont déjà fait avec Kirk et tout, donc c'est un peu abusé de nous le refaire là. Ils ont tous un enfant dans chaque port. Par contre, je trouve qu'ils ont quasiment fait un sans faute sur la façon de le faire le plus intelligemment possible. À la fois avec ce côté, la mystery box, moi j'en fais pas, je l'ouvre direct la mystery box, on se fout même de la gueule du personnage en lui disant non mais attends, t'es débile ou quoi, enfin voilà, il a 20 ans, il y a 20 ans t'étais avec Beverly, ok bon, c'est ton fils, on n'en parle plus. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça d'une intelligence rare. Il n'aura fallu que un épisode, enfin 2 épisodes disons pour révéler, et ça c'est vachement important pour moi parce que je suis absolument sûr que les scénaristes des saisons précédentes l'auraient fait durer 6 épisodes ou 7 épisodes pour un reveal qu'on avait tous vu venir depuis 1000 ans. Et finalement le moment, alors là je suis désolé Guigui, je fais sauter ton conducteur, mais finalement le moment où Beverly va avouer à Picard que c'est lui le père, c'est une scène qui se fait sans dialogue, et ça franchement j'ai trouvé que c'était brillant autant au niveau d'écriture qu'au niveau réalisation. Pour moi, c'est le meilleur moment de l'épisode, c'est ces 2-3 secondes de regard entre les deux, c'est parfait. On en reparlera, mais pour moi, le meilleur moment de l'épisode, c'est juste après cette scène. J'en ai déjà parlé avec Guigui, mais vraiment la scène qui est juste après, 2 secondes plus tard. Mais moi, j'ai trouvé qu'avoir réussi, plutôt que de faire une énième scène, c'est mon fils, c'est ça. Oui, c'est ton fils, Jean-Luc. Oh là là, tu vois, une scène qui aurait été nulle, qu'on aurait écrit 1000 fois et tout. Ils ont décidé de te faire ça en un regard de 2 acteurs qui, pour le coup, sont au sommet, je trouve, dans cette scène. Et j'ai vraiment trouvé que je reste d'accord avec Marie-Paul sur le fait que c'est un peu niais comme scénario. Par contre, je trouve que la façon dont ils l'ont amené et la façon dont ils le reveal, je pense qu'on pouvait pas faire mieux que ça, en fait. Clairement, c'est téléphoné depuis le premier épisode quand on y réfléchit. La scène avec Laris au début, en mode I don't want a legacy. Ah, et bah du coup, tu vas avoir un fils, ça va aller plus vite. Voilà. Je suis tellement d'accord. Cette conversation sur la legacy qui amène à Jack Crusher, tu pouvais pas avancer plus. C'était vraiment l'éléphant dans une boutique de porcelaine, quoi. À la fois, c'est cliché, mais si on raconte l'histoire bien, ça peut donner quelque chose de potentiellement très touchant sur la fin. Je sais pas du tout dans quelle direction ils vont amener ça. Voilà, donc c'est vu et revu, mais selon comment ils font, ça peut être très bien aussi. Parce que si on prend l'exemple de Kirk, ils ont un peu gâché le potentiel de cette histoire, donc à voir s'ils font mieux. J'imagine que Matalas, comme il est très attaché au film Star Trek, qu'il essaye peut-être de corriger ça, qu'il se dit oui, c'est vrai qu'il y a eu un potentiel gâché avec David Marcus, donc le fils de Kirk, et que du coup il se dit bon, ok, moi je reprends le même truc, mais je vais le faire différemment. Mais en tout cas, c'est quand même la 2e fois qu'on annonce à Picard qu'il a un fils, parce que si vous vous souvenez, dans l'épisode Bloodlines, je crois que c'est dans la saison 7 de la nouvelle génération, on lui avait, c'était un Ferengi, un méchant qui voulait lui faire du mal, qui lui a monté un plan en lui faisant croire qu'il avait un fils, alors qu'en fait pas du tout. Donc du coup là, voilà, c'est un peu la 2e fois qu'on lui fait le coup, sauf que ce coup-ci c'est pour ouais, de vrai. Moi j'aurais préféré une fille quand même déjà. Ça changerait. C'est vrai. Bah, il aurait pourquoi c'est bizarre qu'il l'ait pas moi, fait. Ce qui m'interroge quand même, ça je vous l'avais dit en off, c'est le traitement des mères et de la maternité dans Star Trek. Déjà, le traitement des femmes en général me laisse grandement sur ma faim, mais alors là, le côté, le reveal à chaque fois, ça m'interroge grandement sur qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça veut dire, les femmes dans Starfleet. Pourquoi elle cache ça aux gars, quoi? J'attends l'explication de Crusher, d'ailleurs, ce serait intéressant, parce qu'elle a coupé les ponts avec tout le monde, elle a pas coupé les ponts qu'avec Picard, c'est ça aussi qui, je sais pas si c'est par conscience de ce problème, ou si c'est parce qu'ils ont juste pensé à ce qu'ils voulaient faire avec ça, mais ça peut peut-être mener à quelque chose de, si ce n'est pas intéressant, peut-être un tout petit peu différent de ce qu'on a vu avant. Il y a aussi une différence avec Kirk, c'est que Kirk était au courant qu'il avait un fils. C'était pas un fils caché, c'est simplement que voilà, la mère. Oui, la mère avait refusé. Ouais, et là, par contre, c'est une vraie surprise. Et effectivement, c'est étrange de la part de Beverly, parce que je sais pas si vous avez en tête, pas toi, Marie-Paul, mais les scènes coupées de Star Trek Nemesis. Donc la scène où Crusher, elle part justement de l'Enterprise pour aller être capitaine de son vaisseau médical, etc. Ils ont l'air d'être en excellents termes. On se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer pour... Je veux dire, ils ont toujours été très très proches. Qu'est-ce qui justifie ça, quoi? J'espère qu'il y a une bonne raison derrière. Il y avait la peau de banane du reveal du fils qu'ils ont vraiment bien négocié. Par contre, c'est vrai que ça amène une 2e peau de banane qui est le pourquoi Crusher a fait ça. Et pour l'instant, il y a vraiment... Enfin, il n'y a rien d'évident dans le caractère de Picard à ce moment-là de sa vie qui fait pourquoi elle l'aurait caché, tu vois. Mais justement, c'est lié à autre chose, probablement, c'est parce ça, qu'elle a disparu de la vue de tout le monde. C'est ce que je me dis. Enfin, j'espère que ça sera un truc... j'espère que ça sera pas une explication tu voulais ta liberté et tout ça, machin, parce que je trouve que ça correspond pas du tout au personnage, et surtout pas au personnage tel qu'il était à ce moment-là. Autant je déteste Nemesis et j'aime pas beaucoup Insurrection, autant justement on était dans un Picard qui était beaucoup plus libre dans sa
sa tête, beaucoup plus prêt à passer à autre chose. C'était plus le Picard un peu égoïste et workaholic de la série. Donc si c'est ça, psychorigide, donc si c'est ça l'explication, je trouve qu'ils auront de nouveau glissé un peu sur une peau de banane, quoi. Je pense que ça sera pas ça, ou alors c'est qu'ils ont oublié eux-mêmes ce qu'ils viennent d'écrire, parce que voilà, ils teasent quand même le fait que qu'est-ce qu'elle faisait Beverly toutes ces années, au-delà du fait qu'elle était avec son fils, il y a clairement il y a autre chose derrière, ce qui est plutôt intelligent. Si on rajoute des raisons hors liées qui ne sont pas liées qu'à sa maternité, effectivement, ça serait bienvenu. Il y a une deuxième explication auquelle j'ai pensé, qui serait un peu plus égoïste et en même temps pourquoi pas, qui serait Crusher qui dirait j'ai déjà perdu un fils à cause de Starfleet. Et j'ai pensé, je me suis dit, ça pourrait être pas mal, ça, pour le coup. C'est-à-dire, au contraire, fuck you Picard, fuck you Starfleet, je veux pas perdre un deuxième fils et un deuxième mari aussi. Enfin, pas un deuxième mari, mais son mari est mort à cause de Starfleet aussi. Donc, le fait qu'elle appelle Jack, c'est compte. pas par hasard, quoi, c'est clair. Mais je trouve que cette théorie est déjà invalidée par le fait que elle en a fait enfin, je sais pas si elle en a fait, mais en tout cas, elle était associée avec lui, un mercenaire de l'espace qui prend tous les risques. Les gars. Donc, je trouve que ça, c'est pire d'une certaine façon. Donc, oui, mais elle se dit, je risque de me faire shooter, mais au moins il y aura pas une entité cosmique qui viendra imposer une divinité quelconque sur mon fils. C'est une priorité bizarre, mais peut-être que c'est l'explication. Moi, je continue à voir le lien de la problématique du traitement de Starfleet envers les femmes. En fait, c'est des mères dans Starfleet, enfin dans Star Trek, on en a vu beaucoup, notamment dans Deep Space Nine, dans Voyager, et c'est des femmes qui sont indépendantes, qui des fois sont avec leur gars, des fois non, et c'est des personnages qui sont récurrents, tu vois, c'est pas des personnages qui restent un épisode ou pas, tu vois, genre il y a Keiko O'Brien, qui est la femme donc de Miles O'Brien, qui ont 2 enfants, et ouais, c'est vraiment une famille géniale, et donc ouais, la mère, elle fait plein de trucs, elle est scientifique, et en même temps elle est mère, enfin je veux dire, il y a aucune problématique par rapport à ça. T'as aussi Naomi Waldman dans Star Trek Voyager, qui est une petite enfant qui naît sur le Voyager et qui prend comme modèle justement Seven. Mais même Beverly et Wesley, finalement. Il y avait rien de malsain dans leur... oui, c'est vrai, tout à fait. Mais... Oui, c'est l'exemple de base, oui, c'est vrai. Une veuve qui est avec son fils, qui élève son fils seul, donc une famille monoparentale. Les séries laissent plus d'espace, on va dire, à ce genre de configuration pour que ce soit un peu moins cliché, un peu moins toxique envers la position de la femme, là où les films, des fois, ont tendance à plus se casser la gueule. Oui, parce qu'ils resserrent un peu le récit, et effectivement, les séries étaient très modernes par rapport à ça, quoi. C'est un problème d'Hollywood, hein, c'est même pas que limité à Star Trek, dans les films, blockbuster ou autre, enfin même pas que blockbuster, le traitement de la mère, on pourrait en faire des paragraphes. Je suis d'accord avec Marie-Paul, c'est ce que... Alors du coup, t'avais dû le dire dans le chat et pas dans le podcast, mais puisque tu l'as pas fait. Mais tu disais que t'en avais un peu marre des j'ai mal à mon père aussi. J'en ai moi, je comprends aussi ce sentiment. Les daddy issues. Les daddy issues, j'ai l'impression de l'avoir vu 1 milliard de fois. Alors, ceci étant dit, là aussi, pour l'instant, ils l'ont pas joué comme ça. Bon, en même temps, on a... Il y a une petite phrase quand même, un peu en mode j'ai pas de père, avec un peu d'énervement, tu fais une daddy issue. Ah, maybe, ouais, t'as peut-être raison, mais on verra. Mais ça fait partie aussi des choses qui me saouleraient assez vite, je pense, si ça arrive. Le côté oui, je ne t'aime pas, tu n'as pas été là pour moi, machin. C'est le genre de scène que je ne supporterais pas si ça finit par arriver. Ouais. Les daddy issues, on en a souvent. Alors moi, je suis en conflit parce que quand c'est bien écrit, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Et en même temps, je suis en conflit parce qu'on en a tellement et que je sais qu'il faudrait qu'on change. Oui, et puis dans Star Trek, on en a eu vraiment beaucoup. Pas que dans toute la fiction de l'univers, quoi. Mais oui. Ouais, mais si tu reviens aux origines, la daddy issue de Spock, donc et c'est quand même c'est la source de toutes les daddy issues ever. Il est arrivé en premier, il avait le droit. Sauf qu'entre-temps, on a eu Sisko et Jack Sisko qui étaient l'anti-daddy issue. Si tu veux. L'antithèse de ça, l'un des plus beaux rôles de père d'ailleurs qui est pas assez reconnu, de père célibataire de l'histoire de la télé à mes yeux, et en plus un père noir en l'occurrence qui à la télé américaine est encore plus rare. Donc si on revenait en effet à Spock et Sarek, si tu veux, ça serait quand même un drôle de pas en arrière, quoi. Mais enfin. Ouais, ça se trouve on se plante, ce sera des mummy issues, on sait pas. Ouais, puis ça se trouve ils vont pas jouer. Moi je te dis, cet épisode m'a pris à contre-pied sur tout ce que je pensais sur lequel ils allaient se planter. Donc moi je ne demande qu'à être agréablement surpris. Ça a été le cas pendant cet épisode, donc pourquoi pas dans les prochains, hein. Une autre partie de l'épisode que moi j'ai beaucoup aimé, c'est les combats un peu spatiaux et le fait que t'as un vaisseau qui en chope un autre avec un rayon tracteur et qui le balance sur un autre. Je me suis fait la remarque, j'ai pris mon téléphone pour le noter parce que je me suis dit enfin une utilisation un petit peu inspirée du rayon tracteur parce que j'ai pas souvenir. Je m'y attendais pas.
Ah non, c'est la première fois, oui. C'était pas des séquences très longues, mais c'était un peu inspiré et j'ai trouvé c'était dynamique, ça changeait un peu de ce qu'on voyait d'habitude. Mais même quand t'as le Titan qui arrive et qui coupe le rayon tracteur quand le vaisseau... c'était un super plan. C'était bien. Je suis d'accord, parce que c'est une scène qu'on a déjà vue 10 fois dans Star Trek pour le coup, et je trouve qu'elle est bien faite, quoi. Elle est vraiment cool, elle te met les frissons et tout. Et ouais, non, visuellement, pour l'instant, la saison, c'est vraiment un sans faute, hein. Et je trouve c'est intéressant parce qu'ils ont trouvé là pour cet épisode-là en tout cas il y a un petit équilibre parce que Star Trek effectivement dans les séries en tout cas les films ils se permettent d'être plus spectaculaires mais quand les vaisseaux arrivent en général ils arrivent à côté, ils se posent et puis ils s'attirent des rayons et puis voilà. Donc là ils ont fait exemple typique de l'entrée en scène pour couper le rayon tracteur, ça changeait un peu, c'était bien. Et en même temps il y a une action un peu plus dynamique et en même temps ils en font pas trop, ils en font pas un truc à la Star Wars etc. qui moi j'aime bien Star Wars, y a pas de souci mais ils essaient de trouver un équilibre entre on veut dynamiser un petit peu ces petites séquences spatiales et en même temps on garde ça assez court pour garder un peu le rythme Star Trekien etc. Donc j'ai trouvé ça très bien. Alors et sinon alors du coup mon conducteur est complètement explosé mais ça c'est pas grave. On est thématique, c'est un on est thématique aujourd'hui, on n'est pas chronologique. C'est à chaque fois qu'il y a Romain en fait dans le podcast. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du Capitaine Shaw que moi j'avais surnommé le Capitaine Connard de la semaine dernière? En fait, non, les gars, il est pas connard, il suit juste les directives et il fait ce qu'il faut en fait. Non, ouais, je suis nuancée. Je suis assez nuancée sur ce personnage, pareil. Ouais, il est désagréable. Alors, il a des petits moments, des remarques où... Il a des remarques désagréables où t'as un peu envie de lui dire ce n'était pas nécessaire, tu pouvais fermer ta gueule sur ce point-là. Mais sur certains points, il soulève des points. Je dois protéger mon équipage. Je fais oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Les deux amiraux, ils vont chercher quelqu'un. Ils ont pas plus de justification que ça. Alors je sais bien que c'est des légendes, mais effectivement. Ils sont pas vraiment dans le bon au début, nos amis, là. Le seul point que je leur accorde, c'est quand ils disent, dans les principes de Starfleet, on va éviter de livrer pour une exécution sommaire un voleur qui, certes, est un voleur, etc., mais il mérite quand même pas qu'on le zigouille. Là, à la limite, après, il y a une question un peu plus intéressante, parce que, certes, on va quand même pas sacrifier l'équipage. Oui, mais le principe de Starfleet, c'est pas d'aller exécuter des gens comme ça dès que quelqu'un l'exige. Donc là, il y a un débat où les deux côtés un peu et ils sont pas dans l'espace de la Fédération, qui est un autre argument. Oui, c'est un petit détail. Donc en soi, oui, sur les points de règlement qu'il soulève, il soulève plutôt des bons points. Après, et effectivement, il est désagréable. Alors qu'il soit désagréable envers Picard et Riker, c'est une chose. Par contre, quand il est désagréable avec Seven, avant qu'elle fasse sa petite rébellion, là tu fais, dis donc, je veux bien que t'as ton... Là, tu veux dire que c'est un connard misogyne. Comme ça. Voilà. Oui, je me retiens. Il y a un truc, effectivement, alors, il y a, d'un côté, il a raison, dans ses justifications. D'ailleurs, Manu l'avait dit sur le chat de notre Discord, où il disait, qu'il trouvait ça marrant de voir qu'à quel point les spectateurs, ils abordent toujours le côté des protagonistes, et que du coup, les autres, c'était des connards, même quand ils avaient raison. Et alors, c'est vrai, il y a ça. Mais d'un autre côté, il est un peu bête, parce que Vadik, donc elle exige, elle leur laisse 1 heure pour leur livrer Jack Crusher, sinon elle les désintègre. Mais qu'est-ce qu'il lui dit que en fait elle va pas le faire malgré tout qu'il le livre. Donc c'est complètement idiot comme réflexion et moi je comprends pas qu'il ait pas pris ça en compte en fait. Et de se dire il va peut-être falloir se battre, il va peut-être falloir se barrer. C'est parce qu'il est contrarié. Ouais, mais du coup ça l'empêche de réfléchir. Non, mais je suis d'accord. C'est pas très malin de sa part. Il a un problème d'ego comme tous les hommes de cette série. Surtout qu'on voit bien. C'est ça, il y a les 2 vieux qui arrivent et qui prennent possession de tout et qui, prennent presque le commandement du vaisseau. Je comprends qu'il a un peu mal aussi, quoi. Pour enfreindre le règlement, en plus. Tu peux pas à la fois raisonner en disant je peux pas faire ça parce que je dois protéger mon équipage et en même temps ne pas voir ça qui est quand même un danger mortel pour ton équipage. Après, il n'est pas infaillible sur la question justement de Vadik. Effectivement, c'est là où les questions sont... C'est là où il est plus faible sur ses positions, je dirais. Et puis surtout, c'est un vaisseau qui explore et ils sont sous-armés. C'est pas un mec qui est habitué à aller à la castagne comme Kirk ou Picard. Et qu'est-ce qu'il a comme alternative finalement? Parce que ils ont scanné le vaisseau, ils se sont rendus compte que le vaisseau c'était Hiroshima, si tu veux. Mais c'est quoi l'alternative? C'est l'alternative que Picard fait à la fin de l'épisode. Il réussit à se barrer, en fait, il s'est juste cassé. Il s'est juste cassé dans la nébuleuse. Alors, ok, il va sûrement avoir un combat dans l'épisode 3, mais il y avait... Ça me rappelle un film. Il y avait cette possibilité qui était là depuis le début, mais ils en ont pas parlé, tu vois, je veux dire... Mais c'est peut-être plus ça qui est critiquable, finalement. C'est peut-être plus la fin qui est un petit peu rapide que le fait que lui, devant ce vaisseau, disent que finalement, ils ont pas d'option, quoi. Donc, ils sont un peu pris en otage, quoi.
Puis c'est la question de la valeur d'une vie versus la valeur de l'équipage, parce que sous prétexte que c'est un petit criminel, etc. Mais il cherche pas les alternatives auprès de son équipage, tu vois, il cherche pas de solution. Et c'est pour ça que ce n'est pas le héros. Il leur laisse une heure pour décider. C'est une façon de se dédouaner aussi, mais il aurait pu aussi tout de suite dire non, quoi, tu vois. Moi, je trouve que Shaw, il offre la meilleure scène de l'épisode, donc je reviens, c'est la scène qui est juste après, juste après le reveal, en fait, donc le reveal de Crusher, Jack Crusher, où en fait Picard ordonne à ce que Crusher ne soit pas livré, etc., et machin, et il révèle à Shaw que c'est son fils, et Shaw tourne à 180 degrés. Et décide d'obéir à Picard, et Picard lui fait une petite tape amicale sur l'épaule, et là je trouve que tu changes complètement ta perception du personnage, et j'ai trouvé que pour le coup c'était très trekien en fait, c'est-à-dire que ils ont leurs opinions, mais qu'au final ils savent se rassembler sur une question qui est plus grande qu'eux-mêmes, et je l'ai trouvé super attendrissant dans cette dernière scène, j'ai vraiment adoré cette scène en fait. Ça ouvre une double lecture pour les plus cyniques. Alors moi j'aime bien effectivement le côté la famille c'est la famille, je comprends, je peux pas aller contre ça. Et il y a aussi un peu le côté ça fait 1 heure qu'on s'engueule sur la question. Et là c'était vraiment le clou final dans le cercueil de ses arguments à Shaw en mode ah bah c'est son fils, bah qu'est-ce que vous voulez que je fasse, c'est mort. Ça, ouais. Voilà, il y a un abandon un peu en mode bah allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant. Il y a un peu ce côté un peu rigolo qu'on peut lire dans la scène aussi. Moi ça me fait penser à un autre truc, c'est qu'à un moment donné il remet en cause le fait que ce soit le fils de Crusher. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire un test ADN et puis du coup d'établir directement Ouais, j'y ai pensé aussi direct. Je pense qu'ils ont plutôt pas le droit, et c'est plutôt une histoire légale, mais ça aurait été bien juste de les scénaristes, ils n'y ont pas pensé. Ouais, je pense que c'est pas possible de pas y penser si nous on y a pensé. Il y a une question de rythme aussi à insérer dans l'épisode en mode vous n'avez qu'à faire un test ADN. Il est dans la provoque, il s'en bat les couilles en fait de savoir si c'est le fils de Crusher ou non. Il leur dit mais en fait vous le savez même pas quoi. Il est là pour les contester. Mais ce que j'aime c'est que sa capacité finalement finalement une fois que Picard a pris sa décision, lui se range derrière Picard et il le fait avec loyauté en fait. Et finalement ce personnage est capable de loyauté malgré le fait que ça soit et qu'il nous soit présenté comme Captain Connard. Et c'est là-dessus que je trouve qu'encore une fois Matalas nous prend complètement à contre-pied en fait. C'est-à-dire que tu as l'impression que ça va être le connard pendant toute la saison et que finalement tu vas faire 4, 5, 6 épisodes d'un antagonisme un peu artificiel entre ces très très méchants capitaines. Parce que moi le premier épisode je l'ai vraiment vécu comme ça et j'en ai parlé sur ma vignette dans le dernier podcast. Et finalement, une scène, ça aussi, il arrive à te le retourner complètement, en fait. Il te dit, mais non, vous voyez, c'est pas ça, c'est pas le personnage que vous pensez que c'était. Et je pense vraiment que Shaw, ça va devenir le meilleur personnage de la saison, en fait. J'en suis convaincu. L'acteur est très bon. Déjà, l'acteur est hyper charismatique, ça, il est hyper bon. Vous l'avez peut-être pas vu dans d'autres trucs, mais il est très bien. Il a déjà fait des rôles de ce genre, en plus. Et il y a moyen qu'il ait un développement intéressant. C'était typiquement le genre de personnage, si on le met dans les bonnes situations, avec des dialogues intéressants, des bonnes interactions avec les autres personnages, c'est typiquement le genre de personnage qui peut effectivement et je pense qu'on sait pas tout là-dessus, hein, parce que malgré tout, sa réaction vis-à-vis des Borg, vis-à-vis de Seven, vis-à-vis de Picard et tout, me laisse penser qu'il a une backstory qu'on apprendra un peu plus tard dans l'épisode. On n'a pas le niveau pour débloquer sa backstory. Voilà, c'est ça, on n'a pas encore level up. Mais même sans ça, je trouve qu'en une scène, il arrive à te... Et c'est en fait... Le fait que les 2 scènes interviennent coup sur coup, c'est vraiment 2 trucs que tu pensais que t'allais te bouffer, qu'il arrive à te retourner complètement et que t'allais te bouffer toute la saison et que t'allais mal te bouffer, que t'allais mal digérer. Et en fait, il te le fait passer crème, il te le fait passer bien. Et je trouve que cette scène, ça faisait longtemps que j'ai vraiment eu un petit frisson et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé en regardant Star Trek, si tu veux. Ouais, il y a un petit côté Star Trek de coopération comme ça. Ouais, c'est ça. La décision est prise et pof, on fait bloc. Ouais, tu te retrouves avec une séquence où tout fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Il passe de 2 choses qui n'ont rien à voir en soi, hein, que le reveal sur le fils caché et la scène d'action, le retournement de Shaw. Et je trouve que cette séquence, elle frise la perfection, en fait, si tu veux. Et je m'y attendais pas du tout. Il était vénère parce que sa navette, elle a été détruite. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que sa navette s'appelait Saavik. Donc en clin d'œil à notre j'avais pas bien vu parce Vulcaine. Que j'ai un peu cligné des yeux sur le plan et je me suis dit je sais pas si j'ai bien lu, j'ai vu que la dernière syllabe. Et en fait d'après les logs, parce que je sais pas si vous savez, mais sur internet ils publient des journaux de bord de Star Trek, de Starfleet, et en fait on apprend dedans que Saavik a été capitaine et pas n'importe lequel capitaine, elle a été le capitaine du premier USS Titan en 2290. Donc c'est un joli petit clin d'œil à Star Trek 2 et 3 et 4.
Et pour Shaw, il peut... Alors peut-être que je me plante, mais ça peut... Je pense que vu qu'on a montré aussi, il a un côté psychorigide, pour utiliser un terme vu et revu. On le présente, voilà, dans son premier dialogue en mode moi, le jazz c'est trop désordonné, j'ai besoin que ce soit voilà de la bonne musique classique, bien rédigée, etc. Et je me demande si ils vont tenter un peu un rapprochement entre lui quand les émotions seront posées, qui seront plus à calme, avec Picard et lui. Je sais pas, Picard qui verrait des aspects de la personnalité de Shaw qui pourraient, voilà, cet aspect plus rigide sur certains points, pas sur tout, hein, leur personnalité est pas similaire de Picard jeune et Shaw, c'est pas les mêmes. Mais est-ce qu'ils pourraient tenter, voilà, vu que maintenant on en a parlé, Picard qui a vieilli, qui s'est un peu adouci avec le temps, ce qui se défend, est-ce qu'ils pourraient aussi, voilà, trouver un peu des ponts communs comme ça irait avec le développement de personnages qui pourrait le rendre intéressant. Qu'est-ce que vous avez contre les psychorigides ? Mais rien, ça fait des très bons personnages, au contraire, voilà. S'ils sont bien écrits. Justement, il a été évoqué, Vadik, elle évoque son dossier, donc elle parle de son état d'esprit, et du coup, moi j'ai trouvé ça étrange qu'aucun personnage ne tique et se dise tiens, c'est bizarre, elle a l'air d'en savoir beaucoup, comment ça se fait ? Ça reviendra. Ça reviendra, mais ce que je trouve étonnant, c'est l'absence de réaction des personnages, qui devraient être étonnés et se dire tiens, c'est bizarre. À leur décharge, ils ont je ne sais combien de canons, je ne sais combien d'armes pointées sur eux, avec le dilemme de devoir donner l'autre. À leur décharge, il y a un ordre de priorité, j'imagine, mais c'est vrai. Il y a aussi quand même un aspect de l'épisode qu'on a complètement passé sous silence. Alors je sais que vous êtes nombreux à de pas aimer, et ben moi j'aime bien Raffi. Et donc je suis assez contente du rôle qui lui a été donné. Et je trouve que son enquête, ça avance bien, ça avance vite. Et surtout, je suis bien content de voir Worf arriver casser des gueules. Ça fait plaisir, putain. Moi, je m'y attendais pas. En plus, je me doutais bien qu'il allait avoir une entrée à un moment qui allait faire, qui allait faire sensation. Mais en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit lui, le mec derrière l'écran, etc. Moi aussi, j'en étais sûr. Vous aviez déjà eu des idées que ce soit lui, étant donné le style très de la façon de parler. Moi, j'avais enchaîné les épisodes, donc forcément, je me suis pas, j'ai pas forcément le temps. Moi, c'est la semaine réflexion. dernière, c'est vraiment son phrasé. Comme en ce moment, je regarde Deep Space Nine. J'ai reconnu un peu sa façon de parler, quoi. Bien vu, c'est vrai. Et là, du coup, mais quand il est arrivé, je m'attendais pas à le voir débouler comme ça, avec son, je sais plus comment elle s'appelle, cette arme, là. Oh là là, il décapite un Ferengi, vas-y, tiens. Tout, fallait. J'ai apprécié qu'ils aillent, c'est Star Trek, je sais, mais j'ai apprécié qu'ils aillent jusqu'à la tête tranchée. En plus, c'est le karma, un peu. Non, mais c'est des Klingons, je veux dire, à chaque fois, ça, ils nous le disent. Ça, dans les vieilles séries, c'était pas montré à ce point-là. Mais on sait que les Klingons, c'est des bouchers, hein. Donc c'était bien de le montrer, du coup. Et puis en plus, le Ferengi, là, il l'avait bien cherché. Hein. Ouais, il se vantait à 2 minutes avant. Personne ne mérite de mise à mort, hein, mais... Non. Pour revenir un petit peu en arrière, j'étais d'accord avec Marie-Paul aussi là-dessus. J'avais trouvé que c'était le gros point faible de l'épisode 1. Je trouvais vraiment que c'était un boulet au pied de l'épisode, toute la partie Raffi. Et j'étais parti pour avoir le même sentiment, et j'avais déjà commencé à noter... ok, ça continue, et j'ai quand même trouvé que et c'était le cas, hein, vraiment c'était le cas, j'ai trouvé que la scène avec son mari était lourdissime, j'en ai marre j'en avais vraiment marre, puis en plus M. Talas, t'as l'impression qu'il y a tout de Raffi dedans, t'as son ex-mari, t'as ses potes, t'as ses voisins, il manque que sa mère et sa cousine, et c'est bon, il y aura toute la famille, quoi. Et par contre, à partir du moment où elle rencontre le Ferengi, j'ai trouvé vraiment qu'on level up, parce que j'ai trouvé que le personnage du Ferengi était super, mais vraiment, vraiment super. C'est un des meilleurs personnages de Ferengi qu'on ait eu depuis Deep Space Nine, le meilleur même, on en a pas eu beaucoup en même temps, mais celui-là, je l'ai vraiment trouvé excellent. Et tu veux dire qu'à part Deep Space Nine, voilà, c'est ça. J'ai trouvé qu'il était excellent, j'ai trouvé que toute la séquence était mortelle, et évidemment, du coup, l'entrée de Worf fonctionnait parfaitement bien sur cette scène. Mais voilà, la séquence est réussie. Je suis content que ça se termine, parce que, a priori, on verra plus que Raffi, jamais que Raffi, mais parce que ça commençait à être très long, mais j'ai trouvé que toute la séquence était vraiment réussie pour le coup. Moi, je vais vous rejoindre un peu en nuançant dans le sens, ce qu'ils veulent faire avec cette intrigue B pourrait être intéressant. La scène de l'attentat en soi, elle était assez saisissante, etc. On sentait un certain enjeu, donc j'ai fait ok, au moins il y a un enjeu émotionnel qui est posé, donc au moins voilà, j'ai pas l'impression qu'on fait ça pour rien. Mais effectivement, alors j'aime bien Raffi aussi, j'aime bien ce qu'ils veulent faire avec le personnage. Mon problème, c'est effectivement, c'est pas le côté mieux écrit du scénario. Je voulais justement reparler de la scène avec l'ex-mari.
je comprends les intentions derrière, les intentions sont pas mauvaises en soi, mais le dialogue, j'étais en mode, je suis plutôt bon public en plus, c'est pas génial. Surtout, en fait, le côté où j'ai roulé des yeux, plus que le fait que, tiens, son ex-mari est sur la planète, ça tombe bien, on va parler du fils, plus que ça. C'est le moment où il lui fait un ultimatum à la con, en mode, tu choisis, soit je te donne l'info que tu veux, qui, rappelons-le, tu viens de me dire qu'il y a eu un attentat, il y a eu des milliers de morts, ça peut se reproduire. Non, 117, visiblement, il y a eu 117. Voilà, pardon, j'ai dit des milliers parce que pour moi, l'échelle, oui, mais l'échelle avait l'air plus grande. Je suis d'accord avec toi, ce chiffre ne fonctionne pas du tout par rapport à la scène qui est décrite. Il te montre un putain de building qui a l'air de faire 8 fois le World Trade Center, qui non seulement est rasé, mais qui en plus s'écrase à une autre partie de la ville, et il t'explique qu'il y a eu 100 morts. Enfin, tu fais, dis donc. C'était désert, c'était à 6h du matin, les gens étaient pas là. C'était un samedi. C'était un dimanche. Mais personne à l'école un dimanche. Non, et en fait, cet ultimatum, je fais, alors, heureusement que le mari, je sais pas, il va peut-être être beaucoup plus récurrent après, je pense pas, mais heureusement qu'il l'est j'espère pas. Parce que là, ça fait un disservice énorme à son personnage, en mode, soit je parle à notre fils, soit je te donne l'info qui, quand même, sur un truc grave, alors t'as le droit de lui en vouloir, et je pense que t'as des bonnes raisons, mais et puis t'es pas sur la planète où il y a le plus de conscience morale, j'ai l'impression, effectivement, mais enfin bon, quand même, qu'est-ce que c'est que cet ultimatum à la con? Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, ou à la limite, tu lui dis que t'as pas envie de parler à leur fils, à la limite, ça serait mieux écrit, tu vois, je te donne l'info, mais démerde-toi avec notre fils, ça, tu vois, à la limite, pour moi, ça tient plus debout. Mais là, le truc, tu choisis, c'est soit je parle à notre fils, soit c'est je te donne l'info qui pourrait sauver des vies plus tard. Je fais, d'accord. Ok, bon. Voilà, donc j'ai un peu décroché sur ça, même si les intentions derrière ne me déplaisent pas forcément. Moi, les intentions, je les trouve très bonnes parce que ça raccroche par rapport à ce que je disais la semaine dernière, c'est-à-dire que là, on a Raffi qui est cohérente par rapport à la Raffi de la saison 1. Et donc, du coup, on voit que le scénariste, ils se disent, bon, voilà, dans la saison 2, on s'est un peu perdu sur ce personnage-là, on va le raccrocher à ce qu'il était fondamentalement, et du coup, on va essayer de l'explorer vraiment, ce qui n'a jamais été vraiment fait jusqu'à maintenant, en fait. Oui, tout à fait. Moi aussi, je te rejoins sur le fait que j'aime beaucoup le personnage de Raffi et il y a de quoi faire. C'est juste que pour les idées qu'il y a, voilà, pour les idées qu'il y a derrière les scènes, l'écriture, je suis pas toujours. Mais moi, le coup du mari qui est comme par hasard sur la planète où elle enquête, non, ça, c'est vrai que j'ai vraiment ça m'a vraiment gonflé par contre. Mais tu vois, c'est typiquement les incohérences. Les incohérences, je peux les pardonner si la scène qui derrière. Enfin, ça c'est personnel. Après, chacun sa sensibilité. Mais c'est des trucs que je peux pardonner si la scène derrière est bien écrite, si elle raconte quelque chose bien et intéressant, etc. Et c'était pas forcément le cas derrière. Donc là, ça fait plusieurs défauts alignés à la suite des autres. Bon alors du coup en conclusion cet épisode 2 bien ou pas? Moi je prends la parole en premier, excellent, je lui mets un bon 8 sur 10 parce qu'il m'a surpris en bien sur à peu près tous les points que je craignais et j'ai eu au moins 3 scènes qui m'ont foutu des frissons donc et c'est rare de nos jours donc ouais très 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 satisfait par cet épisode et très impatient de voir la suite. Et toi Marie-Paul? Bon écoute c'était plutôt pas mal, ouais. C'est pour le coup c'était on va dire un bon épisode pour Picard. Caro? Bah écoute, moi aussi, plaisamment surprise, entre guillemets surprise par rapport à la saison 2, pas par rapport à l'épisode 1 qui était bien aussi. Voilà, je suis sur mes réserves, mais en étant toujours très optimiste parce que voilà, je trouve que pour l'instant les directions avancées sont intéressantes, on va voir ce que ça va donner, hein, encore une fois. Les nouveaux personnages, moi je les trouve intrigants. Jack Crusher, certes c'est le trope du petit voleur un petit peu petit con, mais un peu attachant, un peu charismatique, et je trouve que l'acteur fait le taf d'ailleurs, et je suis intéressée de savoir où ils vont aller avec. Moi je trouve qu'il a une présence à l'écran, donc je suis pas du tout allergique, même si oui, on l'a déjà dit, le fils caché, etc., mais à voir. On n'a pas encore ses motivations, etc., mais on a parlé de l'actrice qui fait très bien le taf sur la forme. Moi je trouve que Vadik, pour l'instant, des antagonistes qu'on a eu sur les 3 saisons, même si on n'a pas encore ses motivations, etc., il faudra voir par la suite, c'est ce qui va la rendre très mémorable ou non, mais je trouve que, comme tu disais Romain, sur la forme, il y a quelque chose dans l'ambiance. Elle a un côté, il y a un mot qui m'est venu, genre un côté visqueux, dans la manière dont elle parle, dont elle bouge sur sa chaise, qui la rendent visuellement très mémorable, etc. Moi, j'aime beaucoup. Qui rappelle son père d'ailleurs, hein, qui rappelle la façon dans Plummer jouer Chang un petit peu. Ouais,
Ouais, et du coup, une antagoniste qui, on va voir sur la suite si ça tient, mais qui pour l'instant se présente bien, donc potentiellement très mémorable, et ça c'est toujours un bon point. Et du coup, pour nos personnages qu'on connaît déjà, il y a plusieurs lignes qui sont tracées qui peuvent mener à des endroits très intéressants. Certes en partant avec des tropes qui ont déjà été explorées dans Star Trek ou ailleurs, mais du moment que c'est bien écrit, c'est ce qu'on va voir, moi je dis oui, tout à fait, il n'y a pas de souci, donc bien optimiste pour la suite pour l'instant. Ok, bah moi aussi, hein, j'avoue, j'ai préféré cet épisode à celui de la semaine dernière. Bon, alors effectivement, hein, c'est toujours pas parfait. 8 sur 10 que tu disais, Romain, je trouve que ouais, si je devais mettre une note, c'est à peu près ce que je mettrais aussi, parce que malgré tous les défauts qu'on a pu lister, bon bah c'est que des petits cailloux dans la chaussure, hein, c'est pas une grosse entorse, hein, c'est pas un truc qui m'a vraiment gâché mon plaisir. Et parce que oui, plusieurs fois moi aussi j'ai eu un petit peu les poils, hein, surtout à un moment quand Picard il se réaffirme et puis on retrouve un peu le Picard qu'on connaissait, où il élève un peu la voix, ou dans sa confrontation avec Jack par exemple. Enfin, je trouvais que ça marchait très bien et j'ai été assez ému des retrouvailles entre Beverly et Jean-Luc, donc ça m'a vraiment plu, quoi. Cette scène, moi, me marque vraiment l'échange de regards entre les deux. J'ai trouvé que c'était parfait. Et j'espère qu'enfin Beverly va avoir droit à son temps de gloire à l'écran, parce que la pauvre, elle a pas été gâtée sur Next Generation. Déjà, elle a été plus gâtée en 2 épides que quasiment sur tous les films Next Generation, déjà. Hein. Mais je crois que l'actrice, elle en avait parlé, elle l'a dit elle-même. Ouais. Elle l'a dit, et que du coup, son personnage a un vrai arc, et c'est sans doute le plus intéressant qu'elle a eu de toute la saga, quoi, de toute la franchise, parce que si on compte, en dehors du fait que dans les films, elle est quasiment inexistante, dans la série, elle ne participe qu'à 6 saisons sur 7, donc ça en fait finalement le personnage de la nouvelle génération le moins présent de toute la saga. Et elle a le fameux épisode, quand on se rappelle des épisodes centriques sur tel ou tel personnage, quand on pense à celui de Beverly, c'est celui du fantôme, etc. Ouais, mais qui est devenu culte, hein, maintenant, finalement. Pas forcément pour de bonnes raisons, pas mais pour c'est de vrai. bonnes raisons. Quand même Remember Me, Vulcaro, qui est un de mes épisodes préférés avec Marina, qui est un de nos épisodes préférés de la série, donc c'est voilà. vrai. Oui, non, elle a eu, faut pas tout schématiser, elle a eu des épisodes où effectivement elle brillait plus, mais sur cette saison c'était un peu pauvre par rapport à d'autres personnages, donc là j'espère qu'elle aura ses lettres de noblesse, parce qu'elle mérite. Tu devrais le voir, Marie-Paul, d'ailleurs, Remember Me, c'est un épisode que tu peux voir sans aucune connaissance de l'univers Star Trek, et c'est un très bon épisode sur Beverly, pour le coup, et un très bon épisode de Star Trek en général. D'accord, je note. Et voilà, en tout cas, merci pour vos avis, hein, c'était très intéressant d'en discuter avec vous. On va se quitter ici, et puis on va faire un petit peu la tour des actus. Toi, Romain, à part ton déménagement, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment ? Je suis en pleine crise de la quarantaine, j'écoute Flowers de Miley Cyrus en boucle, et j'ai l'impression d'être plus jeune que je ne le suis. Ok, bon, super. Et toi, Marie-Paul, à part ton déménagement, où est-ce que t'en es ? J'ai beaucoup trop de projets. Si, ça y est. Je peux dire enfin le jeu sur lequel j'ai bossé l'année dernière. Yeah! Oui, puisqu'il est sorti cette semaine d'ailleurs. Et on est crédité dans le générique, donc j'ai bossé sur Like a Dragon Ishin de la licence Yakuza. Et sans paternalisme de merde, Marie-Paul, j'étais fier comme un papa parce que les gens t'ont complimenté sans pas du tout te connaître et sans savoir, en disant putain les traducteurs c'est des oufs, ils sont trop drôles et tout, et j'étais trop fier de dire putain je la connais, c'est Marie-Paul, c'est ma copine et tout, donc c'était vraiment trop cool. C'est pas moi l'instigatrice de la blague en l'occurrence qui était citée. C'était un excellent traducteur. Toute l'équipe était géniale. Moi, j'étais le lead éditeur. Donc, c'est-à-dire que j'étais celle qui validait toutes les vannes ou pas. Donc, ça, là, bien évidemment, je l'ai validé immédiatement dès qu'il nous l'a proposé. Bravo, force Patrick, au traducteur. si tu nous écoutes, bisous. Et toi, Caro ? Moi, activité d'enseignement et de recherche, toujours. Alors moi, contrairement à Romain, je me sens plus vieille que mon âge, mais ça c'est la période, hein. Voilà, il y a eu l'hiver, on espère ça va aller mieux. Donc voilà, pas grand chose à dire. J'essaie de me remettre un peu aux séries quand j'ai le temps et l'énergie. Bon là, c'est The Last of Us, hein, qui prime en ce moment, mais ça me va bien. C'est un épisode par semaine, donc c'est pratique, comme Picard et compagnie, ça me va très bien. Écoute du Miley Cyrus, ça rajeunit, tu verras.
Voilà, c'est ça. Moi, je suis en train de me terminer Deep Space Nine. Il me reste 10 épisodes avant la fin. Donc, du coup, si jamais on parle du Dominion dans les prochains épisodes de Picard, bah, je serai complètement à la page. J'aurai tout en tête. Sur le coin pop, figurez-vous qu'on a toujours les épisodes de X-Files à écouter. Normalement, Manu devrait refaire des YMCU sur Marvel prochainement. Il y a d'autres podcasts qui vont arriver sur le coin pop. Donc, soyez un peu patients. Vous allez voir, ça va être très intéressant. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Alors, n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, bah merci de mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Et vous pourrez aussi nous retrouver donc sur Twitter, Facebook et sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Et je vous souhaite à tous et toutes une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Salut, merci. Program complete.